Salut, c'est Caro et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler update lecture et je suis ravie de vous présenter mes dernières lectures étant donné qu'elles ont été pour la plupart très bonnes. Comme vous le savez, au mois de février, j'ai fait principalement du coup une pile à lire suite de saga et je vais vous présenter du coup des suites de saga. Par contre, j'ai deux livres qui ne sont pas forcément des sagas et qui sont plutôt des one-shots qui pourraient potentiellement vous plaire. Je vais commencer par un roman historique qui se passe en 1945. Je vous présente Orphelin 88, écrit par Sarah Cohen-Scalie. Vous me l'avez choisi pendant le Monday Lecture des abonnés et j'étais ravie parce que du coup ça faisait quelques années qu'il était dans ma pile à lire. Ici nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle Josh, ou du moins qui se fait appeler Josh étant donné qu'il ne connaît plus son prénom. Il est retrouvé parmi d'autres enfants du coup en sortant des camps d'extermination et de concentration. Après la libération, vous avez eu énormément d'enfants qui se sont retrouvés très seuls et en fait ils sont embarqués dans un orphelinat. Où ils sont très bien, hein, là où ils sont, l'orphelinat est très stable comparé à ce qu'ils ont vécu auparavant. Et dans cet orphelinat, en fait, on va essayer de leur trouver les parents et les potentiels liens de parenté qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tout le monde a été éparpillé de partout dans certains camps et forcément, certaines personnes ne vont pas revenir en Allemagne, certaines personnes ne vont pas revenir dans d'autres pays. Elles ont peur et on est vraiment dans cette période où c'est un petit peu bancal, où certains enfants essayent de rechercher qui sont vraiment parce qu'ils ont eu la tête complètement flinguée, tout comme notre enfant Josh, et ça s'avère un peu compliqué. Alors ici, Josh, il faut savoir qu'il a eu un passé très difficile, comme tous les enfants, on va dire, à cette période. Pas seulement les enfants, mais forcément, cet enfant, en fait, il ne sait pas s'il est allemand ou pas. Il a vécu dans les Lebensborn, c'est-à-dire qu'il a été élevé, on va dire, comme un allemand, parce que c'est un blond aux yeux bleus. Et du coup, à cette période-là, les personnes enlevaient les enfants qui étaient vraiment, on va dire, de la race aryenne. Ils les enlevaient des parents pour pouvoir les mettre dans un orphelinat, les élever comme les Allemands, et forcément adhérer à Hitler et à tout ce qui voulait prôner à cette période. Et forcément, en arrivant dans cet orphelinat, Josh arrive et il a la haine envers les Juifs parce qu'il ne comprend pas forcément pourquoi ils sont sauvés. Et en plus de ça, donc lui-même commence à comprendre qu'il n'est pas, allemand à 100%. Et il commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant 400 pages, je crois, à peu près. Oui, 420 pages, on est en quête d'identité de ce garçon qui essaye de rechercher qui il est, qui essaye de rechercher ce qu'il a vécu et pour savoir en fait où sont ses parents, est-ce qu'ils sont encore en vie ou pas, et comment il s'est retrouvé dans cette position-là. Et honnêtement, c'était touchant. J'ai l'impression qu'à chaque roman d'histoire, j'arrive à retrouver en fait des morceaux, des passages que je ne connaissais pas et j'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois parce que j'ai été vérifier effectivement tout ce qui se passe est assez vrai. Alors je connaissais le Lebensborn, le fait d'élever on va dire des personnes qui ressemblent à un Allemand en enlevant de ses familles et il est très touchant. Il est très touchant et le plus touchant c'est qu'on suit vraiment le personnage de Josh du début à la fin. Et on a ses espoirs, on a ce côté où limite on comprend pourquoi il est paumé quoi. Il y a une partie de son cerveau qui est allemand, il y a une partie de son cerveau qui est juif et qui se dit peut-être que ma famille m'attend, mais est-ce que ma famille m'acceptera étant donné que pendant certains temps j'étais un peu la marionnette de certains Allemands qui jouent avec moi pour que je tue certaines personnes. En fait, il a fait tellement d'actes impardonnables et en même temps, c'est un enfant qui a été influencé. Alors, est-ce qu'on lui en veut ou pas? C'est un peu toute l'histoire qui est jouée là-dedans. Puisque nous sommes dans un orphelinat, nous avons quand même beaucoup de réactions des enfants et certains ne peuvent pas voir ce garçon, ce qui est compréhensible, et d'autres comprennent qu'en fait, c'est pas lui, c'est juste ce qu'on lui a demandé de faire. Et la guerre a détruit beaucoup de familles. Et là, on est sur un cerveau qui est totalement détruit. Donc c'était pas un coup de cœur parce que j'ai quand même beaucoup de mal à avoir des coups de cœur sur des romans historiques, mais en tout cas c'était un roman qui était hyper intéressant à lire, hyper accessible par le point de vue de l'enfant. Et puis je regrette pas de l'avoir lu. Donc maintenant j'ai Max qui m'attend, qui est un roman historique également écrit par la même autrice, et je suis curieuse de lire parce que la plume est en plus de ça très belle et très addictive. Allez, je vous parle maintenant d'une petite saga qui, je pense, va être une saga chouchou. Et je vous parle maintenant d'un deuxième tome que j'ai lu du coup pendant le mois de février, qui n'est autre que Mémoire de la forêt,
Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Brun-Arnaud. Et dans ce roman, nous sommes toujours dans cette petite merveille littéraire, accompagnée de pages extraordinaires. Alors, est-ce que je vais trouver des petits dessins ou pas? Je trouve que ce bouquin est un bouquin incroyable. Mais regardez-moi les dessins, vraiment. Entre les dessins faits, je crois, par Sanoé et le bouquin en lui-même, enfin, je trouve que c'est un carnet de curiosité. Voilà, j'adhère complètement. Nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Belle-Écorce et c'est une ville où principalement, voire 100% du coup des personnages sont des animaux différents. Et puis dans le tome 1, on avait suivi du coup un personnage qui est le renard ici, qui est libraire et qui va accompagner son pote la taupe à retrouver la femme qu'il aime et qui a disparu il y a quelques temps maintenant. Et c'était une belle métaphore pour parler de la maladie d'Alzheimer. Et dans ce tome 2, le renard, du coup, va parler de son passé, va à la recherche de soi, étant donné qu'un loup arrive et réclame la bibliothèque, enfin sa librairie du moins, parce qu'il lui dit « ta librairie ne t'appartient pas, elle m'appartient à moi et à ma famille, tu n'en fais pas partie ». Et il se fait un peu virer de sa librairie, et sa librairie c'est toute sa vie, donc on va suivre le renard qui va à la recherche de son passé, à la recherche du coup de sa vie en fait, enfin pas forcément de sa vie mais plutôt de la vie de son grand-père, et à quel moment il y a eu cette coupure entre la famille du loup et la famille des renards, et à quel moment on s'est réparti les choses. En tout cas j'ai passé un super bon moment. C'est vrai que je vais pas vous en dire plus non plus sur cette saga parce que ça reste un tome 2, même s'il n'y a pas forcément de spoil en soi. Ça reste un petit bouquin où on va suivre du coup les personnages, mais chacun avec des périodes de leur vie différentes. Et j'ai toujours apprécié de le lire, franchement, en 2 soirs, il était bouclé. La plume est vraiment incroyable, les images sont très très belles. C'est un roman jeunesse qui peut être lu par des enfants, par des jeunes adolescents et même par les adultes. On a la même tendresse face à ces personnages. Et puis forcément, avec une incarnation des animaux et ce décor, on a envie d'être à l'aise sur son canapé en lisant ce bouquin. Voilà, j'avais envie d'être dans la librairie de Belle-Écorce, j'avais envie d'aller manger un gâteau ou boire un thé avec un des personnages. On est vraiment dans un truc très cocooning, très beau et très joli à suivre, et je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je vais aller plutôt vite pour ce bouquin étant donné qu'il s'agit d'un tome 4, mais vu que c'est l'une de mes autrices préférées, je vous en parle quand même. Le Collège Maléfique, le tome 4, écrit par Cassandra O'Donnell. Ici, nous sommes dans la Rébellion. Pour vous faire un petit débrief, on va suivre un personnage qui s'appelle Emma Dreammaker et qui va se retrouver... Alors, c'est une personne lambda, de base, comme vous et moi, sauf que elle va pouvoir maîtriser, si je peux dire maîtriser, contrôler les rêves de certaines personnes et du coup changer les rêves. Et elle va devoir aller dans une école un peu spéciale pour enfants spéciaux, puisqu'elle est en danger dans la vie. Voilà. Donc du coup, dès le premier tome, au bout de la 50e page, son père l'envoie directement dans l'école, alors que son père n'est pas forcément pour, mais en gros, on lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. Voilà, pour vous dire, depuis le tome 1, elle n'a pas vu son daron, hein, un peu compliqué. Dans cette école, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de faire certaines choses, mais t'as des potes qui peuvent être des loups-garous, des yétis, voire des personnes un peu maléfiques, des sorciers. Et on suit du coup, un peu comme dans la légende des 4, puisque c'est la même autrice, je trouve que c'est sympa parce que dans le tome 1, on suit un petit peu des enfants de 8-9 ans. Et puis à chaque tome, on prend du grade, on prend de l'âge. Et je trouve que c'est une saga qui est plutôt plaisante à lire parce que du coup, les enfants de cet âge-là peuvent facilement du coup s'identifier à ce personnage d'Emma. Et puis voilà, les personnages sont cool, l'histoire en elle-même est cool. Il y a un petit peu de frisson, c'est un petit peu sombre, mais c'est accessible pour les enfants et pour les jeunes adolescents ou comme moi, pour des adultes. Donc, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à lire cette saga. Et puis pareil, je crois qu'il y a des petits dessins qui ont été faits aussi dans ce bouquin. Si je vous en trouve un, bien évidemment. Voilà, enfin c'est des dessins, c'est pas pareil, c'est pas le même dessin que dans Mémoire de la forêt, mais ça reste quand même des dessins qui sont plutôt pas mal. Et puis ça donne un petit peu plus à l'histoire. Donc si jamais ça vous intéresse, le tome 4, c'est le dernier pour l'instant. D'autres vont sortir, c'est sûr, vu la fin. Mais c'est pas prévu au niveau de la publication de maintenant. Je vous dis ça pas parce que Cassandra est ma pote, mais c'est parce que c'est la seule personne que je suis sur Facebook. Je ne vais jamais sur Facebook, mais alors c'est la seule autrice que je suis pour savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit et où en sont les tomes de saga que je lis, quoi. Voilà. Je vous parle d'un bouquin qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps.
Mais vous allez être super fiers de moi parce que grâce à ce bouquin, j'ai terminé une saga et plutôt une duologie avec Ashes Falling for the Sky numéro 2 de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. Et puis dans ce tome-là, c'est une romance, on va dire, un petit peu... je vais pas vous spoiler ce tome 2 parce que c'est pas dans mon intérêt. Mais on va dire que dans le tome 1, on suit une fille qui rentre à l'université et qui va faire un jeu avec le bad boy de la fac. Et en gros, les deux ne doivent pas tomber amoureux. Ah, encore et encore. Bref, il y a beaucoup plus de complexité dans ce tome-là parce que c'est un roman. Enfin, ce sont deux romans qui sont plus sombres et plus sympas à suivre dans le sens où il y a quand même un peu plus de maturité, même si quand je vous parle d'un bouquin comme ça, vous me dites, bon bah Caro, c'est du vu et du revu. Oui, mais là, c'est différent. Et pour savoir la différence, je vous invite à le lire. Non, honnêtement, dans ce tome 2, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pas pu m'en empêcher. C'était triste à souhait, c'était beau à souhait, c'était émouvant, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de... Comment dire, dans certains bouquins, dans les tomes 2, vous allez tourner autour du pot sur un certain nombre d'actions où vous attendez quelque chose d'un personnage. Là, honnêtement, tout ce dont j'attendais, ça arrivait comme ça. D'un coup, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose, Caroline? Non, on y va, tout se passe super bien. Puis je me dis, il se passe vraiment des choses, mais trop bien. Et je me demandais où j'allais me prendre la claque. Bah, je l'ai vu venir. Enfin, je l'ai pas vu venir, mais en tout cas, je l'ai senti passer. Et tout ça pour vous dire que cette duologie est incroyable et que c'est une très très belle duologie que j'ai découverte cette année. Du moins le tome 2. Je suis contente de l'avoir terminé. Je lirai pas les tomes compagnons qui s'appellent, je crois, I Just Wanna Be Your Brother. J'ai l'impression que c'est juste en fait des tomes pour faire du commerce dessus. Et ça m'agace un peu. Alors j'ai beau kiffer un bouquin comme La Carte des Confins que j'ai adoré. Je lirai sûrement pas les autres tomes parce que pour moi, la duologie s'arrête à la duologie. T'as tes 2 tomes. C'est super, t'es pas obligé d'écrire sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, je m'en tape. Je veux juste lire ma duologie. Donc, dites-moi si vous êtes team je lis ce qui est sorti ou si vous aimez les tomes compagnons, ce qui est probable. En tout cas, moi non, c'est pas ma tasse de thé, mais en tout cas, j'aime découvrir les bouquins comme ça. Et si vous n'avez pas encore lu cette romance et que vous aimez les romances et avoir le cœur en miettes, eh bien foncez parce que vous allez être servi. Et puis, j'ai lu ma première BD de cette année, qui n'est autre que Face au vent, écrit par Fanny Lib et Cyrielle Pisapia. Ici, nous allons suivre principalement une jeune femme qui apprend qu'elle a le cancer du sein. Et du coup, on va la suivre un tout petit peu avant l'annonce de son cancer, jusqu'à jusqu'à ce qu'elle l'ait, ce qu'elle subit et tout ça, tout ça. C'est, je crois, pour moi, l'une des seules BD qui, dans ma vie, a réussi à me toucher énormément. Je crois que c'est la première fois dans une BD que j'ai les larmes aux yeux et que mes larmes coulent toutes seules. Peut-être parce que du coup, étant donné que c'est le cancer du sein, je me sens un petit peu plus impliquée. Non pas parce que j'ai un cancer du sein, mais parce que du coup, j'aurais plus de chance de l'avoir en tant que femme. Et que je me mets à la place de cette jeune femme qui perd ses cheveux, qui perd sa féminité et qui voit sa vie un peu basculer. Et je me dis, ben forcément, t'es obligée de te mettre à la place de ce personnage en disant, ben ça peut m'arriver aussi. Parce que c'est vraiment un cancer qui est... qui peut détruire facilement et qui en plus de ça en tant que femme j'ai plus de chances de l'avoir, enfin bon, bref, c'était vraiment un roman exceptionnel, enfin un roman graphique exceptionnel. J'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai aimé la façon dont c'était écrit, la positivité du bouquin, j'ai aimé vraiment ce que le personnage décrivait. Et puis vu que c'est une autobiographie, est-ce que je peux dire une autobiographique, parce que du coup c'est un roman graphique, et ben c'est encore plus touchant parce que du coup le personnage est vraiment celui qu'elle a été dans la vraie vie. Enfin je sais pas si c'est clair. En gros elle a vraiment décrit comment elle a ressenti les choses. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des belles métaphores. C'était un clin d'œil à la vie. C'était juste un bouquin qui vous dit mais profitez de la vie et profitez des personnes que vous aimez. En tout cas, moi j'ai surkiffé. Je remercie vraiment la maison d'édition Le Duc de me l'avoir envoyé parce que c'est un très beau bijou. Et c'est dans ces moments-là que j'aime avoir les partenariats parce que j'aurais peut-être pas acheté du coup une bande dessinée sur le cancer du sein. Je me fais pas de mal. Il y a certains bouquins que je n'ai pas achetés parce que du coup pour moi c'est des sujets qui sont trop sensibles pour pouvoir les acheter. Celui-ci je me le suis dit vas-y tente-le parce qu'il a l'air ultra important et ultra beau à lire. Et j'ai eu raison de le faire et je ne regrette pas.
Et voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis ravie de vous présenter mes dernières lectures parce que c'est vrai que dans l'ensemble, j'en fais de très très bonnes. Vu les derniers bouquins que je vous ai présentés, qui est donc Face au vent, n'hésitez pas à me mettre un petit, on va faire très cliché, très stéréotype, un petit emoji rose, voilà, par rapport au cancer du sein. Je ne sais pas s'il y a les rubans qui sont dans les emojis ou pas, mais n'hésitez pas à me mettre quelque chose de rose si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de continuer de commenter, de liker ou même de partager si vous le faites, c'est ultra top. Parce que du coup ça me permet aussi de me faire connaître un petit peu plus et puis surtout ça me permet de voir que vous aimez toujours mes vidéos ou non. En tout cas, merci à tous ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être sympa de votre part. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et n'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est ultra important. Ciao!